Alors, on enchaîne donc ce panorama de la biologie de la médecine du futur avec le professeur Pierre Corvol, professeur émérite au Collège de France et ancien titulaire de la chaire de médecine expérimentale, et actuellement vice-président de l'Académie des sciences. Et avec vous, professeur Corvol, on va évoquer les maladies cardiovasculaires et notamment le passage d'une approche de population à celle d'une approche personnalisée dans ce domaine que vous connaissez mieux que quiconque. Merci beaucoup, merci de cette invitation. À vrai dire, ce colloque est fait pour honorer Pierre Tambourin. Et moi, j'ai 3 périodes, Pierre Tambourin. Une période avant, une période pendant et une période que je vais connaître avec toi, je l'espère, Pierre, après le Génopole. Avant le Génopole, nous nous sommes rencontrés avec Bruno Varret. Tu travaillais à ce moment-là sur l'érythropoïétine. Nous travaillions à ce moment-là sur l'un des gènes du système rénine-angiotensine. Tous les deux, nous étions persuadés de travailler sur des choses importantes. Et de fait, nous l'avons fait. Quand tu étais ensuite directeur de la Génopole, j'étais à ce moment-là, entre autres, président du conseil scientifique de l'INSERM. Et j'ai donc proposé, au milieu des années 2000, à une petite délégation du conseil scientifique de l'INSERM de venir au Génopole, voir comment on pouvait allier recherche fondamentale, recherche appliquée, création de start-up, etc. Et quand je pense qu'il y a plus de 85 start-up ou biotech au Génopole, je suis absolument sidéré de voir le progrès qui a pu être réalisé en l'espace de 10 ans. Et puis là, maintenant, il y a la période heureuse, post-Génopole, où j'espère nous pourrons tous les deux prendre notre vélo ensemble et cheminer sur les routes de la vallée de Chevreuse. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui est difficile, parce que courant ne veut pas dire que ça veut dire facile en même temps. Je voudrais vous parler en effet de l'approche qui peut être utilisée en matière de traitement et de prévention des maladies cardiovasculaires, qui sont, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, les maladies les plus fréquentes en termes de prévalence, qu'il s'agisse de pays occidentalisés ou de pays qui sont en voie de développement. Les maladies cardiovasculaires dégénératives sont la première cause de mortalité et de morbidité avant, contrairement à ce que l'on croit encore parfois, avant les maladies infectieuses, avec d'autres infections, bien sûr, comme les infections respiratoires, qui sont elles aussi assez fréquentes. Et si on regarde, je vais vous parler quand même beaucoup de l'hypertension artérielle, si on regarde ce qu'il en est de l'hypertension artérielle, vous pouvez voir que l'hypertension artérielle a un impact majeur, aussi bien dans les pays développés, occidentalisés, disons, que dans d'autres régions du globe, avec des pays qui sont en cours de développement. Comme vous le voyez, l'hypertension artérielle, le taux élevé de cholestérol, non pas le surpoids, mais là, en revanche, relative dénutrition, tout cela sont des causes attribuables de mortalité dans ces différents pays. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir si les outils génomiques dont on a entendu parler aujourd'hui vont pouvoir s'appliquer à cette énorme charge de santé publique à l'ensemble des pays, aussi bien, je dirais, occidentalisés que les autres. La réponse est absolument essentielle puisque nous savons que depuis la mise en route de l'épidémiologie observationnelle, longitudinale, prospective, nous savons identifier les facteurs de risque cardiovasculaire essentiels, indépendants, je dis bien indépendants, que sont l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et le tabagisme. Le point intéressant, c'est que pour ces 3 phénomènes, ces 3 facteurs de risque, il y a des possibilités d'agir. Maintenant, pour l'hypertension, nous avons une panoplie de médicaments antihypertenseurs à notre disposition. Pour l'hypercholestérolémie, il en est de même. Pour le tabagisme, c'est un véritable problème. Il y a 70 000 morts attribuables au tabagisme chaque année en France. Et ça ne peut malheureusement se combattre que par des campagnes anti-cancer et autres. Mais donc, à l'heure actuelle, nous avons des médicaments, nous avons des génériques, et donc un prix pour combattre ces facteurs de risque qui sont, je dirais, extraordinairement compétitifs. Et d'autre part, nous avons la preuve de l'efficacité de notre action, puisqu'on a réduit de façon, je dirais, spectaculaire
le nombre de morts cardiovasculaires en France d'environ 50% en 40 à 50 ans. Alors les médecins s'attribuent toujours ces résultats superbes. Ce n'est pas tout à fait correct. Il y a d'autres facteurs, notamment l'évolution de la société, la prise en charge des infarctus aigus, par exemple, dans les soins d'urgence, qui comptent aussi dans, je dirais, l'amélioration de la morbidité et de la mortalité. Mais tout de même, on peut dire que nous avons gagné 1 an d'espérance de vie tous les 4 ans dans nos pays. 1 an d'espérance de vie tous les 4 ans. Qui peut dire mieux? Alors, le point que nous allons discuter maintenant, c'est savoir si on peut prédire ceux qui doivent recevoir des médicaments antihypertenseurs, hypocholestérolémiants ou d'autres, et sur quelle base. Alors, il y a, je pense, un intérêt à rappeler ces cours. Il s'agit de la distribution des valeurs dont nous allons parler. Il y a 2 possibilités. Ou bien les valeurs que je vous indique ici, qui sont des paramètres physiologiques, cholestérol, pression artérielle, glycémie, mais c'est vrai aussi pour la taille, le poids, etc. Est-ce qu'il y a dans la population générale, française ou mondiale, une distribution bimodale ou une distribution unimodale? La distribution est unimodale. C'était absolument essentiel parce que déjà, c'est un indice pour dire qu'il n'y a vraisemblablement pas une petite série de gènes qui seraient responsables de ces affections cardiovasculaires, car sinon nous n'aurions plus vraisemblablement une distribution de type bimodal. Le deuxième enseignement tiré de cette distribution unimodale, c'est que vous allez voir le côté très artificiel de définir le seuil d'intervention, puisque, vous allez le voir dans un instant, il y a une relation continue entre le niveau de la pression artérielle, du LDL cholestérol et, d'autre part, les maladies cardiovasculaires, accidents vasculaires cérébraux et infarctus du myocarde et autres. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir à quel seuil on va intervenir. Et quand vous regardez les guidelines of the American Hypertension Society, or les guidelines des associations savantes qui s'intéressent au cholestérol ou au diabète, vous voyez ces guidelines fluctuer. Alors parfois c'est comme ça, parfois c'est comme ça. Quand on décide d'être plus efficace, on décide d'inclure un nombre plus important de, je ne dirais plus patients, mais de sujets à traiter, mais ce qui veut dire un coût induit important, sans prédiction individuelle, naturellement pour le moment. Nous avons à l'heure actuelle à notre disposition des études sur plus d'1 million de sujets et qui correspondent à environ des suivis sur 12 à 13 millions de patients année. Ceci en combinant l'ensemble des 70 essais cliniques randomisés, contrôlés, avec soit des antihypertenseurs, soit avec des hypocholestérolémiens. Et ce que vous voyez ici, c'est la relation continue, là c'est en échelle logarithmique, avec les accidents cardiovasculaires cérébraux ou cardiaques, et d'autre part les chiffres de pression artérielle ici. Ici c'est la systolique. Ceci est absolument la même chose pour le LDL cholestérol. En d'autres termes, si vous avez entre 50 et 59 ans, ce que je vous souhaite, eh bien, vous avez quand même une relation continue entre votre niveau de pression artérielle et le risque de développer une maladie cardiovasculaire. Il y a un facteur qui est malheureusement incontournable, c'est l'âge. Mais d'un autre côté, ce que vous voyez, c'est que le seuil d'intervention, de dire qu'on va traiter à 140-90, pour faire clair en matière d'hypertension artérielle, est quelque chose qui, sur le plan épidémiologique, ne se conçoit pas, puisqu'en fin de compte, vous courez plus de risques à 140 qu'à 135, même si à 135 mm de mercure, votre médecin, très vraisemblablement, ne vous dira pas qu'il faille prendre un traitement antihypertenseur. En analysant ces données épidémiologiques et ces essais thérapeutiques, un de nos collègues anglais, Malcolm Lowe et Nicolas Wald, ont
proposé la chose suivante. Ils ont dit qu'il existait donc une relation continue, je vous l'ai dit, entre pression artérielle, maladie cardiovasculaire, qu'il n'y avait pas d'effet seuil clairement. Ils ont été jusqu'à dire qu'on ne devrait plus parler d'hypertension, puisque c'est finalement une définition qui est fallacieuse. Ceci dit, nous resterons quand même avec le mot hypertension artérielle. Ils ont indiqué dans cet article que les statines et les antihypertenseurs entraînaient donc une baisse de la pression artérielle qui était proportionnelle, je dirais, au niveau tensionnel pré-traitement, et qu'ils proposaient, à partir des données épidémiologiques et des essais randomisés thérapeutiques, que l'on puisse donner à la population ce qu'ils ont appelé la polypile. Alors la polypile, c'est un concept donc, qui date déjà de 2003 et dont je vais vous dire quelques mots parce qu'il aide à comprendre le raisonnement épidémiologique et le raisonnement thérapeutique sur une grande masse de population. En calculant de façon théorique, en extrapolant à partir des données épidémiologiques et des essais thérapeutiques, ils ont estimé que si l'on donnait une polypile chez toute personne âgée de plus de 55 ans, homme ou femme, on aurait un effet bénéfique à la fois sur la tension, si la polypile comporte un antihypertenseur, et sur le taux de cholestérol avec une statine, et donc que l'on pouvait calculer l'accroissement, je dirais, de vie sans effet, sans incident cardiovasculaire de ce fait. Alors, on va prendre quelqu'un qui a 65 ans, un homme qui est à la retraite. Eh bien, vous voyez que sur 100 patients, 7 vont pouvoir bénéficier d'une augmentation de l'espérance de vie avec 21 années de gagné sans accident cardiovasculaire, cardiaque ou cérébrovasculaire. Et ceci est vrai aussi pour les femmes, avec un effet moindre parce que ces affections sont moins prévalentes chez la femme que chez l'homme. Est-ce que ça n'est pas convaincant? Est-ce que finalement, quand vous suivez le raisonnement jusqu'au bout, et c'est ce que font maintenant les officines, entre guillemets, qui vendent la polypile, parce que là, je vais vous parler de la vie concrète, hein. Dans la publicité que vous pouvez trouver sur Internet, vous trouvez que, voilà, si vous avez 60 ans, il y aura 33%, un tiers d'entre vous qui auront une attaque cardiaque ou un accident cardiovasculaire durant le reste de votre vie. Et si vous bénéficiez d'une polypile, eh bien, vous allez avoir un délai, un retard, en tout cas. Vous ne serez pas immortel, mais enfin, ce sera plus tardif et peut-être moins grave. Alors, la polypile consiste à donner deux grandes catégories de produits. D'une part, un ou des antihypertenseurs et d'autre part, une statine pour abaisser à la fois la pression artérielle et le LDL cholestérol. Parfois, on y inclut un thiazidique. Ce sont des génériques donnés à faible dose et dont la tolérance est a priori excellente. Pour les avoir prescrits moi-même et en prendre moi-même, parce que je suis inconvaincu de la polypile, vous pensez bien, j'ai dépassé 65 ans, je peux vous garantir que ça, c'est jouable. Chez tout le monde, au-delà de 55 ans. Et ceci, on a parlé d'économie, c'est quand même fondamental. C'est moins d'1 euro par mois. Si vous regardez la carte, si vous vous rappelez la première carte que je vous ai montrée, la polypile a un intérêt évident dans les pays en voie de développement. Et les Indiens ne se sont pas trompés, qui travaillent là-dessus, ce sont d'excellents chimistes. Et donc, il y a à l'heure actuelle plusieurs polypiles évaluées dans le monde. Alors, il est intéressant de voir qu'on peut estimer, les premières études à large échelle confirment cela, que d'une part, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse entre ces différents types de produits, et que donc chaque produit garde son efficacité propre, et que d'autre part, on estime aux environs, disons, de 10% d'effets secondaires modestes. Et voilà, par exemple, ce que nous propose sur Internet une officine anglaise pour traiter pour plus exactement, pour prévenir des problèmes cardiovasculaires dans l'avenir. Aux États-Unis, un essai important a été mené, qu'on appelle HOPE-3, par Salim Youssouf et ses collaborateurs,
sur un principe similaire où l'on associe une statine, la rosuvastatine, et deux antihypertenseurs, un bloqueur du récepteur de l'angio-2, le cholesartan, et un diurétique, l'hydrochlorothiazide. C'est tout de même une grosse étude sur plus de 10 000 sujets suivis pendant près de 6 ans, avec un factorial design qui permet d'évaluer, je dirais, un double placebo versus une statine versus le traitement antihypertenseur. Et comme vous le voyez, une baisse de 25% des accidents cardiovasculaires dans une population qui, initialement, n'était pas à risque élevé de maladies cardiovasculaires. C'est ça le point important. Qui n'était pas hypertendu, qui n'était pas hypercholestérolémique suivant les critères classiques, avec un taux de suivi qui est correct, de l'ordre de 75%. Alors, donc là, vous avez le détail des effets en termes de réduction. Et en pratique, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la rosuvastatine porte pratiquement tout le bénéfice de la polypile, puisque les antihypertenseurs n'agissent que pour les patients qui ont une pression artérielle plus élevée, de l'ordre de 140 ou plus millimètres de mercure. Le problème, et c'est tout le sujet de la discussion qui va venir, c'est que pour ça, vous êtes obligé de traiter 41 personnes pendant 6 ans pour éviter un accident non mortel, ou encore 260 personnes pour éviter un accident mortel dans les 6 ans. Donc, vous pouvez voir les choses et appliquer pour vous-même, je dirais, les conséquences de prendre une polypile, mais en même temps, vous voyez bien que c'est quand même difficilement acceptable. Et en France, la polypile n'est pas acceptée par les médecins praticiens, je peux vous le dire. Mais ceci se comprend par le grand nombre de sujets à traiter de façon aveugle pour pouvoir avoir, je dirais, l'effet attendu. Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est comment passer finalement de cette situation avec l'aide des outils génétiques. Avant cela, je vous rappelle simplement que nous faisons régulièrement en consultation un score qui s'appelle Framingham Score, qui est fondé sur l'étude prospective de Framingham et qui nous permet d'évaluer très approximativement le risque de chacun d'entre nous de faire un accident cardiovasculaire dans les 5 ans ou dans les 10 ans, en entrant un certain nombre de paramètres qui vont vous sembler vraiment, par rapport à ce qu'on vient de voir tout à l'heure, en termes de raffinement génétique, l'âge, le sexe, la présence ou non de tabagisme, les taux de cholestérol, la pression artérielle, etc. C'est extrêmement modeste, ça n'est applicable qu'aux gens qui finalement ont vécu à Framingham. Heureusement, on l'a adapté en France avec un algorithme développé par Laurier, mais vous voyez qu'on est quand même loin du compte. Alors, le problème des maladies complexes, c'est que c'est vraiment complexe. Et donc, il est illusoire de penser qu'il y a une solution. Il faut arriver à, en quelque sorte, dénouer les chevaux un petit peu difficiles de ceci. Voilà. Alors, je vais vous parler un peu plus de l'hypertension et un tout petit peu du cholestérol et pas du tout du diabète qui a été abordé tout à l'heure par Yves Lévy. D'abord, nous avons 17 maladies monogéniques responsables d'hypertension artérielle. Chaque allèle apporte, je dirais, un effet puissant. Une maladie homozygote touchant, par exemple, le transport du sodium dans le rein égale 20 mm de mercure. Pas d'ambiguïté. Nous sommes tout de suite posé la question de savoir si dans la population générale, l'hypertendu tout venant, eh bien, ces formes rares ne pouvaient pas avoir des traductions modestes, à savoir des variants alléliques avec un effet faible dans une population générale. La réponse a été claire et nette. Il n'y a pas, je dirais, de modification de ces gènes majeurs de contrôle de la pression artérielle dans l'hypertension tout venant. Il n'y a pas d'allèle avec, je dirais, un effet hypomorphe, un effet modeste sur le niveau de la pression artérielle. La deuxième approche qui a été menée, et c'est celle que nous avons menée dans mon laboratoire, en particulier depuis 40 ans pratiquement, c'est l'approche qu'on appelle gènes candidats. Dans les gènes candidats, il y en a une série de gènes extrêmement importants, les gènes du système rénine-angiotensine-aldostérone.
Et donc, nous avons travaillé ces gènes pour savoir si ils pouvaient être impliqués dans l'hypertension. J'en dirai un mot. Et puis, il y a cette approche populationnelle qui est intéressante aussi, à savoir qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'études génomiques en population et qu'il peut être intéressant de suivre, et ceci fait l'objet de publications tout à fait récentes, des populations africaines qui vont migrer et qui vont garder un certain nombre de gènes qu'elles vont avoir ségrégés pour un avantage sélectif. Or, il y a un avantage sélectif à garder du sel dans certaines situations, notamment lorsqu'on vit dans des pays proches de l'équateur. Et comme par hasard, il y a une série de gènes qui sont effectivement intéressants à repérer, car ces gènes qui retiennent le sodium sont des gènes qui, en même temps, peuvent donner, dans une société où on mange trop de sodium, élever la pression artérielle. Et enfin, voilà pour ce qui est du système rénine-angiotensine. Donc nous avons une cascade d'événements qui sont dictés par une série d'enzymes, la rénine, l'enzyme de conversion de l'angiotensine et les antagonistes du récepteur de l'angiotensine 2. Et au fur et à mesure du temps, on a développé des inhibiteurs directs de la rénine, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et des antagonistes du récepteur de l'angiotensine 2. Nous avons cloné ces gènes. Nous avons immédiatement, avec la grosse clinique d'hypertension artérielle que nous avons à Bruxelles puis à la Pompidou, nous avons regardé s'il y avait une possibilité d'association entre ces gènes, un phénotype intermédiaire, c'est-à-dire les taux circulants de rénine et d'enzymes de conversion, et le phénotype distal, qui est la pression artérielle, et le phénotype très distal, qui serait les événements cardiovasculaires. Vous voyez la progression. Hurrah, on a trouvé un polymorphisme de la CE qui explique au moins 50% de la variance du taux plasmatique de la CE circulant. Nous sommes dit que c'est gagné. Et en plus, on a des médicaments extrêmement spécifiques qui vont bloquer l'action de la CE et qui sont d'excellents antihypertenseurs. Malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui ni de liaison, ni d'association forte entre l'un de ces gènes et le niveau de la pression artérielle. Et d'autre part, il n'est pas possible de prédire aujourd'hui, malgré tous ces outils, la réponse à un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou un antagoniste du récepteur avec le polymorphisme génétique, car nous ne sommes pas tous, nous avons des allèles différents pour ces différents gènes. Donc c'est un échec. Enfin, c'est un échec. C'est la réalité de la situation qui vous montre le blocage que nous pouvons avoir. Là, c'est juste pour vous montrer, effectivement, je passe rapidement, les différents gènes impliqués dans la réabsorption du sodium au niveau du rein qui peuvent être impliqués. Alors, quelle va être la nouvelle étape? La nouvelle étape, c'est d'abord de faire le point. L'hypertension artérielle, contrairement à ce que nous pensions, n'est pas liée à un facteur génétique, mais des facteurs génétiques, car, d'autre part, il existe des facteurs d'environnement importants. On estime que la variance de la pression artérielle est pour le tiers déterminée par des variants génétiques. Donc, c'est-à-dire que les 2 tiers sont des facteurs environnementaux divers. Il n'y a pas un gène, il n'y a même pas, je me rappelle très bien, on a écrit avec Marc Lattrop, des gens très, très solides en matière de génétique, nous avions écrit, oh, il y en aura 5 ou 10 dans le rein hypertendu, oh là là. Et il y a en fait de nombreux gènes avec des effets très modestes. Il n'est pas possible de prédire l'hypertension artérielle aujourd'hui, et je ne suis pas sûr pour demain, enfin dans les 10 ans, par des tests génétiques. Et enfin, la génétique ne guide pas le traitement de l'hypertension. Mais comment progresser? Alors, nous allons voir rapidement ce qui a été réalisé par des études GWAS, Genome Wide Association Studies. Nous allons voir si l'on peut, je dirais, déduire un certain nombre de choses à partir des gènes de susceptibilité et, d'autre part, la pression, le LDL, le cholestérol et les événements cardiovasculaires. Nous allons voir qu'il y a des tentatives, effectivement, pour passer du score de Framingham à un score de risque génétique. On va voir si réellement on peut, avec la génétique à large échelle, avoir, comme on le dit toujours, on termine toujours un article en disant This study certainly will open new physiological pathways as well as new guidelines for treatment, etc., and pharmacogenomics. Bon.
Ceci est possible grâce à des études menées sur des très grandes cohortes. Et la France, malheureusement, est un petit peu en retard par rapport à nos collègues. En Islande, nous avons le DECODE Project, 180 000 patients, plusieurs générations, un suivi impeccable de registres pour savoir ce qui s'est passé. Et de fait, Hoffmann-la Roche et DECODE ont identifié un certain nombre de loci intéressants en maladie cardiovasculaire. Vous avez le 1000K Genome Project en Grande-Bretagne. Vous avez en Estonie une cohorte particulièrement importante. Vous avez le US Precision Medicine Initiative d'Obama qui a été mentionné à l'instant en 2015. La Chine n'est pas en retard. Et Yves Neuvy nous a rapporté le plan original français de médecine génomique. Alors, aujourd'hui, c'est d'autant plus important de se poser ces questions que la médecine de précision nous permet d'accéder à l'entière, à notre génome entier pour moins de $2000, que ceci est très utile naturellement pour des mutations ponctuelles qui sont responsables d'une affection dominante ou récessive, mais je vous l'ai dit qu'en matière d'hypertension, il n'y a pas besoin de faire un génome wide, en tout cas en termes de screening. Après, pour confirmer, c'est une autre affaire. Et donc la question se pose aujourd'hui de savoir en médecine de précision sur un whole genome sequence, quel est l'intérêt dans les maladies chroniques dégénératives. Je pense que l'intérêt n'est pas là. L'intérêt, c'est de passer à des études de cohorte et non pas à une étude individuelle pour l'instant. Là, cette diapo est compliquée, mais elle vous montre quand même la démarche indispensable à suivre. Nous partons d'une étude génomique aussi complète que possible, avec différents types de techniques. Là, vous les voyez ici sur le plan génétique, mais vous devez tenir compte, bien entendu, de toutes les caractéristiques cliniques, des facteurs environnementaux, c'est bien difficile, des phénotypes intermédiaires, du phénotype distal. Vous allez essayer de modeler un score de risque génétique. Il faut, dans la mesure du possible, faire une replication multi-ethnique et, comme il a été dit, voir quel est le coût-bénéfice pour finalement savoir quel est l'intérêt clinique d'appliquer cela dans la vie courante. Alors, les premiers résultats de GWAS pour l'hypertension artérielle ont été très décourageants. Dans la mesure où vous voyez ici, ça date de 10 ans, dans cette étude publiée par le Wellcome Trust, vous avez, dans ces courbes de Manhattan, vous avez des pics qui correspondent, par exemple, aux maladies coronaires. Vous avez un pic, ou plusieurs pics, à vrai dire, pour les maladies inflammatoires, comme les maladies de Crohn. Pour la polyarthrite rhumatoïde, l'hypertension, c'est plat, il n'y a rien. Honnêtement, quand on voit ça, on se dit, bon, bien, c'est terminé. Sauf que ces premiers GWAS ont été faits avec des cohortes relativement modestes, d'autre part avec peu de marqueurs, quand même plusieurs centaines de mille, mais trop peu de marqueurs, et qu'il fallait donc aller un peu plus loin, ce qui est fait à l'heure actuelle. Je vous donne par exemple une des dernières études qui a été publiée avec à peu près 100 auteurs, c'est pour ça que j'en mets aucun, mais je suis en collaboration directe avec Mark Caulfield, qui en Grande-Bretagne travaille beaucoup sur les cohortes anglaises et qui agrège maintenant les autres cohortes mondiales pour faire des méta-analyses qui vont au-delà des 140 000 patients qu'ils peuvent avoir étudiés en Angleterre même. Donc une étude comme celle-là représente environ, en méta-analyse, 500 000 patients. 10 millions de variants génétiques qui permettent d'identifier 107 loci, 107, qui permettent ensuite de voir avec replication quelle est la robustesse de ces loci individualisés et, comme je l'indique là, la replication importante dans des cohortes internationales. Donc 107 loci validés. Vous allez voir qu'ils peuvent être associés soit à la pression artérielle systolique, soit à la pression artérielle diastolique, soit à la pulse pressure, qui est la différence entre la systolique et la diastolique, parce que nous avons cette difficulté-là. Mais nous avons des signaux, alors j'en ai signalé un quand même, le signal à l'ACE est quand même hautement significatif. Tous ces loci sont à des P inférieurs à 10-8. Ceci dit, le meilleur allèle, dans le cas optimal, permet d'attribuer un 3,6% de variance à la pression artérielle systolique. C'est-à-dire c'est très faible. Donc,
aucun de ces allèles ne peut correspondre, même quand ils sont additionnés les uns avec les autres, ne peut correspondre à l'effet fort d'un seul allèle dans une maladie dominante responsable d'hypertension artérielle. Alors voilà, dans cette étude donc, publiée la semaine dernière dans Nature, vous voyez ici les différents loci qui sont associés avec la pression artérielle diastolique, avec la pression artérielle systolique, avec la pulse pressure. Certains sont partagés, pas beaucoup, ce qui pose des problèmes évidemment importants. Et on retrouve pareillement, avec les différentes fractions lipidiques, des associations de loci avec différentes fractions du cholestérol lipidique. Alors, ce qui est rassurant, c'est que quand on regarde dans les gènes qui ont été ainsi associés à l'hypertension artérielle, vous voyez qu'un certain nombre de ces gènes, notamment ceux indiqués en rouge, sont associés à des gènes exprimés au niveau de la paroi vasculaire, ici la paroi artérielle. Et plus c'est rouge, plus ça veut dire qu'il y a eu différents types de validation, comme par exemple l'expression de ces gènes ou des études physiopathologiques, des knockouts, tout ce que vous voulez. Alors on peut commencer à calculer un Genetic Risk Score, qui est ce qu'on aimerait avoir pour pouvoir prédire chez un individu son risque génétique de développer une hypertension artérielle. Alors ceci se fait avec des assumptions qui ne sont pas vérifiées, à savoir est-ce que chaque allèle est additif ou pas. Je ne rentre pas dans les détails, il y a plusieurs manières de calculer les choses. Ce que vous voyez ici, c'est l'accumulation des allèles avec, d'autre part, la correspondance en termes de pression artérielle. La pression artérielle a été divisée en 5 quintiles. Comme vous voyez, le quintile supérieur, 145 par rapport au quintile inférieur, 136, il y a 9 mm de mercure de différence. Ceci correspond à une accumulation d'allèles défavorables et donc serait assez en faveur, je dirais, d'une prédictibilité, sachant que vous avez une énorme variation et que donc autant les résultats sur le plan statistique sont intéressants à considérer, autant sur le plan de la valeur prédictive individuelle, et c'est ça qui intéresse l'individu et le médecin, n'a pas de valeur. Et en utilisant le même type de calcul, vous voyez ici, pour le quintile supérieur pour les accidents cardiovasculaires, vous voyez une accumulation d'allèles défavorables qui peuvent expliquer en partie l'apparition de ces affections. Alors, je passe au cholestérol. Là aussi, pour partir d'une approche populationnelle à une approche génétique. La recommandation du National Health Service, c'est qu'en cas d'hypercholestérolémie, on va se fonder pour la prescription du risque évalué à partir du score de Framingham que je vous ai décrit. La prescription sera remboursée pour un risque qui est supérieur à une chance de 3 sur 100 de faire un accident coronaire ou vasculaire cérébral dans l'année. À quoi ça correspond? Ce niveau de risque, ça correspond à 8% de la population britannique. Ça correspond à 100 € à peu près de traitement, d'accord? Et vous voyez qu'il y a des gens qui vont trouver ça intolérable. Qu'après tout, pourquoi moi, étant donné ce que vous m'avez dit qu'il y a une relation continue, j'aimerais être encore mieux protégé que mon voisin qui, lui, va être remboursé. Le problème, c'est que si vous mettez la barre à 0,6% de risque de faire un accident dans l'année, eh bien, ça correspond à 40% de la population britannique à traiter, et c'est-à-dire 10% du budget du National Health Service. Donc, ce n'est pas possible. Donc, ils ont arrêté le remboursement à un niveau, ce qui n'est pas le cas en France. Au passage, regardez bien la manière différente dont nous procédons. Alors, est-ce qu'on peut arriver là aussi avec un risque, je ne vais pas revenir peut-être sur vous l'avez bien vu, la manière de raisonner avec l'hypertension, c'est pareil pour l'hypercholestérolémie, c'est pareil pour le diabète. Eh bien, vous pouvez, voilà, vous avez le risque génétique calculé par un genotype score. Vous voyez ici le risque lorsque l'on a, je dirais, peu d'allèles défavorables par rapport à cette courbe où vous avez plus de 13 allèles défavorables qui risquent d'entraîner, qui sont associés à l'hypercholestérolémie. Là, c'est donc
les gens qui, à 93%, vont développer, durant les 12 ans, c'est une étude sur une cohorte rétrospective, qui vont avoir développé un accident cardiovasculaire cérébral. Oui, mais la vraie question, c'est de savoir comment ça se compare au risque clinique. Le risque clinique, l'âge, le sexe, le taux de LDL cholestérol et le risque de Framingham. Eh bien, en fait, il n'y a aucune différence. Dans cette étude-là, par exemple, le risque clinique par rapport au risque génétique n'est malheureusement pas démontré. Alors, comment faire? Il faut faire pour l'hypercholestérolémie, pour les maladies cardiovasculaires elles-mêmes, le même type de travail que ce qui a été fait pour l'hypertension que je viens de vous rappeler. Voilà un plot Manhattan qui montre le GWAS pour les loci susceptibles pour les maladies cardiovasculaires. Alors, je vais terminer parce que, au fond, je trouve que c'est assez intéressant de regarder l'approche jeune candidat. Le système rénine-angiotensine, sur le plan de la physiologie, il y avait tous les arguments pour dire que c'était important. On a tous les arguments pour dire qu'on a développé des médicaments réellement superbes, bien tolérés, et que prennent 40% des Français aujourd'hui sous forme générique et pas chère. En revanche, nous n'avons pas appris grand-chose sur le plan de la physiopathologie aujourd'hui, réellement à partir des études génétiques. Sur le plan du cholestérol, je trouve que la démarche est très intéressante parce que, à l'aide d'un cas rare découvert en France d'hypercholestérolémie familiale, vous allez voir comment on a développé des médicaments. Là, la génétique a aidé d'une manière considérable. Donc, je vais vous laisser avec quand même une note tout à fait positive. En 2003, une équipe française associée ensuite avec une équipe canadienne de Nabil Seida découvre que une mutation gain de fonction sur une proconvertase qu'on appelle PCSK9 est responsable d'une hypercholestérolémie familiale, maladie dominante, etc. Et d'autre part, en étudiant des cohortes du type de celles que je viens de vous indiquer, on voit que les patients qui sont porteurs à l'état hétérozygote d'une mutation gain de fonction de PCSK9 ont une hypercholestérolémie, et ceux qui, au contraire, ont une perte de cette fonction ont des taux plus bas de LDL cholestérol et font moins que les autres des accidents cardiovasculaires. De là, l'idée qu'en inhibant cette protéase, on puisse réduire les taux de LDL cholestérol et diminuer le risque cardiovasculaire. Et c'est le développement actuel, comme vous le savez, des PCSK9 inhibitors qui, à l'heure actuelle, se font à la fois aux États-Unis et en Europe, avec des taux qui n'ont rien à voir de remboursement, des coûts qui n'ont rien à voir avec les coûts des statines. Ceci dit, c'est un traitement alternatif, notamment pour les gens qui tolèrent mal les statines. Alors, ceci pose un problème très intéressant et très pratique. Il existe vraisemblablement dans la population un patient sur 250 qui est atteint d'une maladie familiale avec hypercholestérolémie, plus que le 1 sur 500 sur lequel nous avions vécu un certain temps. Et donc, l'idée, à l'heure actuelle, c'est de penser que lorsque l'on a un proband, lorsqu'on a un patient qui est affecté avec une hypercholestérolémie familiale, on puisse en quelque sorte screener la famille pour l'un des gènes responsables de l'hypercholestérolémie familiale et repérer le locus en question. Ça peut être le LDL récepteur, le plus souvent d'ailleurs, PCSK9 qui est impliqué moins fréquemment, ApoB, ApoE, etc. Et donc, avoir une information solide sur les patients dans un pays donné qui, familialement, sont porteurs d'une de ces mutations associées à l'hypercholestérolémie, de façon à pouvoir optimiser cette fois-ci le traitement hypocholestérolémien. Et peut-être ainsi, on pourra réaliser progressivement la prédiction de Francis Collins. Francis Collins était directeur de Human Genome Project en 2000, lorsque le... c'est pas bien de vous montrer ça avant. C'est ma chute qui tombe là à ce moment-là. Attendez, pardon.
Voilà. Excusez-moi. Est-ce que je ne connais pas la phrase par cœur? Bon, ça fait rien. Francis Collins disait en un mot à l'ensemble de la presse qui écoutait les résultats du Human Genome Project, il s'adressait à eux en disant, voilà, je vous prédis que dans 10 ans, je pourrai pour chacun d'entre vous, textuel, hein, chacun d'entre vous prédire ceux qui feront une hypertension, une hypercholestérolémie, un diabète, etc., et que donc vous pourrez bénéficier de cette formidable avancée, ce grand progrès que représente le Human Genome Sequencing. Aujourd'hui, nous sommes incapables de vous dire qui, même avec un Whole Genome Sequence, Exome Sequence, tout ce que vous voulez, nous sommes incapables de prédire qui d'entre vous sera effectivement à traiter parce qu'il a un risque génétique clair, pour les multiples raisons que je vous ai indiquées. Donc la véritable leçon aujourd'hui, c'est qu'il nous faut passer à réellement l'étape que Francis Collins proposait, mais je ne suis pas sûr, compte tenu de la complexité de ces maladies communes, que dans 10 ans, nous serons capables de le faire. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était le tableau de Magritte, puisqu'on est dans le palais, quand même, un palais d'exposition merveilleux, où l'on voit ce peintre qui dessine un oiseau alors qu'il regarde un œuf. Il faut quand même avoir un peu d'optimisme et voir l'avenir ainsi. Merci. Merci beaucoup, Pierre Corvol. Avec cette touche de poésie et d'optimisme, malgré, on le voit, les fortes limites aujourd'hui de prédiction. En tout cas, sur le plan génétique, on a bien compris. Alors, évidemment, il y aurait des tas de sujets autour des questions environnementales ou épigénétiques qui sont beaucoup plus influentes sur ce sujet. Mais comme on est autour de la biologie du futur et des génomes, c'est normal qu'on en ait parlé. Est-ce que vous avez des questions pour Pierre Corvol ? Pas de questions particulières à ce stade? Bon, ben merci infiniment pour votre présentation. Merci.